Terre des érudits. Terre des érudits. Le podcast de l'Institut français en Haïti. Première saison, la littérature en temps de crise. Marc Sonirico. Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de son podcast Terre des érudits, l'Institut français en Haïti vous présente une saison autour du thème littérature en temps de crise. Qu'est-ce qu'écrire en temps de crise? Que peut la littérature face à l'horreur? Comment les écrivains vivent-ils ces moments difficiles? Nous nous proposons d'agiter ces questions dans une série de 5 épisodes. Pour le premier numéro de cette saison, nous donnons la parole à Yves Chemla. Notre invité est critique littéraire, docteur de l'Université de la Sorbonne. Depuis 2010, il enseigne les techniques d'expression à l'Université Paris-Descartes. Il publie régulièrement des articles consacrés aux littératures d'Haïti. Il est l'auteur de Littérature haïtienne 1980-2015, En cheminant avec Louis-Philippe d'Alembert, publié chez C3 Éditions. A tout de suite. Bonjour Yves Chemla, merci de votre participation. Bonjour. La littérature haïtienne est traversée par plusieurs crises, de la guerre de l'indépendance à l'occupation américaine, en passant par la dictature et à la démocratie, sans compter les exils forcés, les disparitions, les transitions politiques et la violence des gangs. Il y a aussi les combats pour l'émancipation des paysans, des femmes, des minorités. Selon vous, Yves Chemla, comment ces crises ont-elles influencé la production littéraire en Haïti? Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation et j'en suis très très honoré. C'est une question complexe que celle des rapports avec la littérature, avec la crise. Je pense qu'il faut déjà s'interroger sur la notion de crise. La crise, c'est ce qui a pour vocation de permettre de trouver un nouvel équilibre. Or, force est de constater que cet équilibre, on l'a jamais trouvé vraiment en Haïti, sinon de façon plutôt artificielle ou sous la pression. Je donne quelques exemples. Par exemple, la question de l'indemnité et donc de la dette qu'on commence à bien connaître grâce aux dernières publications et qui a pesé sur les épaules de la paysannerie et qui a déterminé des troubles sociaux, mais aussi des postures de mépris, de rejet, le rejet dans le pays en dehors, par exemple. Je pense à des textes comme Le Vieux Piquet de Louis-Joseph Janvier. Je pense à Gouverneur de la Rosée qui raconte un peu cette histoire d'exclusion du monde paysan. Je pense à Compère Général Soleil ou à Fils de misère de Madame Collimont. On peut rendre compte de l'histoire de la littérature à partir de ces dysfonctionnements et de ces haines croisées, littéralement. Par exemple, autre exemple de rapport entre crise et littérature, je pense à quelque chose qui est aussi relativement ancien, pour pas rester bloqué sur aujourd'hui. Je pense au scandale des emprunts, par exemple, de 1873-74, ou après l'affaire assez abjecte de la consolidation, le rôle de la banque, du crédit industriel et commercial, le pillage financier et économique commis par cette banque française. En même temps, on en a des traces dans la littérature. On en a des traces un petit peu après. Je pense à un roman comme Sénat de Ibert ou La famille des petites cailles de Justin L'Hérisson. Ça, ce sont des récits de dépossession et de mort, des récits de déchéance et de destruction, parce que les fins de ces romans sont épouvantables. Les personnages centraux, que ce soit le sénateur initial ou l'apprenti candidat à la présidence de la République, ça finit de manière épouvantable, cette histoire. Les livres haïtiens, les romans haïtiens, très souvent, me disent cela, sans cesse, la question de la dépossession. Et c'est de cette façon-là que la littérature elle a été influencée. Et puis elle dit aussi quelque chose de grave, cette incapacité sociale à mettre en projet la formation d'une société avec comme but le bien commun. Il faut prendre toute la phrase, la société qui a comme but le bien commun. Les objectifs sont toujours remis en cause par la dispersion des projets en fonction de clivages sociaux, des clivages de couleurs, parce qu'il faut quand même les rappeler, les clivages de communautés, de régions, d'origine. Et une bonne partie de la littérature haïtienne interroge ce qui devient finalement
une question identitaire, comme si en Haïti, on n'était pas persuadé de qui on est. Alors qu'en fait, il y a le réel et puis il y a cette espèce d'excroissance du langage qui vient justement interroger tout cela, mais à mon avis, à partir de prémices qui sont fausses. Et pour moi, le modèle, c'est Gouverneur de la Rosée. Je travaille énormément sur les œuvres de Jacques Roumain, j'arrête pas de les lire et de les relire. Et dans Gouverneur de la Rosée, c'est la question du bien commun qui est centrale. Et ce bien-là est contesté par tout un nœud de positions. Souvenez-vous, à l'intérieur même de la famille de Manuel, il y a de l'opposition. Chez les autres, à la suite de la mort des personnages et de leur emprisonnement, suite à l'héritage qui se passe mal, il y a aussi l'opposition, il y a aussi le rôle du chef de section. Alors effectivement, il y a un projet commun, on canalise l'eau et c'est le combit, ok. Emmanuel est mort. Voilà, il faut pas perdre de vue cette histoire. Voilà, pour moi, c'est de cette façon-là que un certain nombre d'éléments, justement, sur dictature, démocratie, exil forcé, disparition, transition politique, etc. Tous ces éléments-là qui sont des crises et donc à partir desquelles les écrivains essayent de comprendre comment il est possible de retrouver un équilibre, et ben tout ça, ça a influencé cette production littéraire. Nous mourrons tous. Et elle plonge sa main dans la poussière. La vieille délira délivrance dit: nous mourrons tous. Les bêtes, les plantes, les chrétiens vivants. Ô Jésus, Marie, Sainte Vierge. Et la poussière coule entre ses doigts. La même poussière que le vent rabat d'une haleine sèche sur le champ dévasté de petits milles sur la haute barrière de cactus, rongé de vert de gris sur les arbres, ces baies à ondes rouillées. La poussière monte de la grande route et la vieille délira est accroupie devant sa case. Elle ne lève pas les yeux, elle remue la tête doucement. Son madras a glissé de côté et on voit une mèche grise saupoudrée, dirait-on, de cette même poussière qui coule entre ses doigts comme un chapelet de misère. Alors elle répète: nous mourrons tous, et elle appelle le bon Dieu. Mais c'est inutile, parce qu'il y a si tellement beaucoup de pauvres créatures qui hèlent le bon Dieu de tout leur courage que ça fait un grand bruit ennuyant. Et le bon Dieu l'entend et il crie: qu'elle a foutre tout ce bruit. Et il se bouche les oreilles. C'est la vérité. Et l'homme est abandonné. Extrait de Gouverneur de la Rosée, Jacques Roumain. Est-ce que vous avez observé une évolution dans les genres littéraires privilégiés pendant les périodes de crise? Est-ce qu'on publie plus de poésie, de romans ou de théâtre, ou du moins de nouvelles? Alors, c'est un peu compliqué parce que d'abord, la littérature, elle joue le rôle d'un sismographe, et je prends à dessein cette métaphore un peu terrible, hein, parce que la société haïtienne, elle est secouée de fractures et ça n'arrête pas. La littérature, elle pressent les catastrophes. Elle les décrit, elle les analyse, mais elle ne peut pas faire grand-chose d'autre. La littérature ne change pas le monde, elle enseigne à questionner le réel. Ça, c'est une première chose. J'ai un exemple ici, par exemple, c'est un texte qui est relativement peu connu en Haïti. Je reviens sur la Révolution de 46, les Trois Glorieuses. Despestre, Alexis, Blancourt, Chenet et tous ont réussi à faire tomber, par exemple, le président Lescaut, mais ils n'ont pas modifié les rapports de force, et particulièrement l'exclusion des plus pauvres. Et c'est justement ce que va raconter un roman qui est malheureusement très peu connu en Haïti, un roman de Francis Joachim-Roy, qui s'intitule Les Chiens, qui a été édité en 1961 et récemment réédité, mais toujours difficile à trouver. Mais lui, il rappelle et il montre comment, avec truculence, avec ironie, mais aussi avec une douleur absolument insondable, que finalement les choses, elles n'ont pas changé malgré cette révolution. Voilà, et qu'on continue avec des remords. Les dénonciations, elles sont ancrées chez Trouillot, chez Lahin, chez Gary Victor, surtout chez Fonquetti. Hein, les spirales dénonçaient la violence du valliérisme, mais encore une fois, parfois avec de l'ironie. Mais je pense au texte macaronique où il se
où il moque un certain nombre de clichés de la vie haïtienne, de la vie politique haïtienne, mais en même temps, c'est d'une très très grande tristesse. Alors, à partir de là, cette dénonciation, elle, elle prend différentes figures, différentes formes, et je crois que les évolutions en réponse aux différentes crises, elles sont, c'est difficile, si vous voulez, de pouvoir répondre à cette question. La littérature, et pas seulement en Haïti, me paraît un peu comme une pratique difficilement objectivable, qu'un point de vue supérieur peut aisément mettre en perspective. Voilà, je préfère ramener ma réflexion au réel d'un certain nombre d'écrivains. Et je vais vous donner un exemple. Ça va être, je m'excuse, un peu long. Et encore une fois, c'est sur la biographie de Jacques Roumain. Qui c'est Jacques Roumain? Jacques Roumain, c'est un jeune homme d'une famille immensément riche. Il est le petit-fils de Tancrède Auguste, qui a été quand même président de la République. La famille possède une partie de la plaine du cul-de-sac. Okay, il fait des études assez paresseuses en Suisse. Il passe un an en Espagne où on fait d'enseignement de l'agriculture, puisqu'on pense à lui, il est l'aîné pour reprendre la gestion des terres. Il assiste à des corridas et il fait autre chose. Il rentre au pays en 1927, il crée des revues, des magazines, et il s'engage dans la lutte nationaliste contre l'occupation états-unienne. Mais peu à peu, il faut bien se rendre compte que cette lutte, c'est essentiellement une lutte montée socialement par la grande bourgeoisie qui voit ses possibilités de richesse diminuer au profit de l'étranger, au profit de nouvelles classes qui montent. Voilà. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que pendant son séjour en Europe, et puis ensuite, Jacques Roumain s'enrichit intellectuellement. Son horizon intellectuel et littéraire, il est immense chez Jacques Roumain. C'est un grand lecteur de philosophie allemande, de littérature européenne et aussi du continent américain. C'est un grand lecteur d'écrivains de l'Inde. On ne sait pas trop. Et en même temps, c'est un dandy. Il a des belles voitures, des beaux vêtements. Il raconte ça relativement souvent. Des fêtes, une alcoolisation avec un coup de cocktail, etc. Mais par l'écriture, il commence à regarder autrement, à observer tous ces invisibles exclus de la société haïtienne. Et puis, pour un certain nombre de raisons, parce qu'il se pose frontalement quand même à la présence américaine, il est arrêté pour délit de presse, il connaît la prison, il connaît un peu le cachot, il devient quand même, au changement de régime, quand Borno est remplacé par Vincent, il devient chef de division au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il a un poste relativement important au ministère de l'Intérieur. Mais en même temps, il est au courant de ce qui se passe réellement dans le pays. Et quelque chose en lui change. Alors, je ne vais pas revenir sur tout le détail. Il fonde le Parti communiste, il passe dans la clandestinité, mais il est arrêté et jugé, il passe 3 ans au pénitencier. Là, on peut penser que la société haïtienne et les invisibles, il les a bien vus. Ensuite, il va partir, il va être exilé à l'étranger. Et depuis l'étranger, il apprend à regarder de près l'histoire d'Haïti, mais pas seulement d'Haïti. La condition de misère des opprimés, le racisme qu'il subit, et notamment la ségrégation. Quand il est aux États-Unis, il est en plein dans un régime de ségrégation. Et ce n'est qu'ensuite qu'il va écrire Gouverneur de la Rosée, les romans dans lesquels il va dénoncer les fermetures du regard et les obstacles à vivre ensemble. Roumain a mis toute son existence pour comprendre et affirmer que ce qu'on appelle couramment la fraternité, c'est un slogan, juste un slogan, qui pose une sorte d'écran sur le réel pour empêcher de regarder objectivement. Donc si vous voulez, voilà, plutôt que d'avoir une réponse large qui prendrait en compte et qui ferait une sorte de généralité de la question de l'évolution, je me permets de prendre un peu rapidement ou un peu longuement, ça dépend, un exemple précis, comment un écrivain comme Jacques Roumain va, en dépit de ses origines sociales, complètement changer et pas sombrer comme certains de ses contemporains qui connaissaient un peu, peut-être pas la même puissance économique de départ, mais je pense à Brouard ou Magloire Saint-Aude. Il va pas s'effondrer dans une espèce de déliquescence, mais au contraire, il va remonter
et il va dénoncer le fait que c'est une société qui est incapable d'en finir avec l'exclusion, et avec le fait que les plus pauvres sont exclus et ne sont pas intégrés au jeu social. Et ça, c'est, me semble-t-il, l'aspect le plus essentiel. C'est ce qu'on retrouve. Alors, je vais pas faire un grand cours de littérature et revenir sur le 19e siècle, mais c'est ce qu'on retrouve tout au long du 19e siècle, tout au long du début du 20e siècle, jusqu'à Jacques Roumain, qui, justement, pose un élément de césure. Roumain, pour moi, il a compris que la littérature haïtienne n'a de sens qu'avec la littérature des autres. Les littératures des autres lui servent aussi à accomplir et à trouver et à construire, plutôt que de trouver sa propre voie. Hein. Et ces littératures autres, de l'étranger, ou comme on voudra, il faut aussi les connaître et les pratiquer. Et puis sortir des discours de mépris, des discours de haine et de haine interne. Et ces discours, souvent, que j'appelle autocentrés. Tous les continents littéraires, et même les plus intérieurs, sont très très vastes. Hein. C'est ce que, par exemple, nous rappelle sans relâche un écrivain comme Denis Laferrière. On a songé à ça, que toute l'œuvre de Denis Laferrière, elles sont dévouées sur la lecture. Dans tous les livres de Denis Laferrière, il est question d'écrivain, d'auteur, de plaisir de la lecture. Et à cette façon dont un lecteur aborde et assimile une autre œuvre que la sienne. Et fait en sorte que cette œuvre fasse partie de sa propre géographie intellectuelle. Voilà, alors je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question. Comment la littérature haïtienne a-t-elle évolué en réponse aux différentes crises qu'a connues le pays? Quelles peuvent être les évolutions? Je crois que la littérature, c'est quelque chose, c'est une pratique sociale et en même temps une pratique individuelle. L'écrivain, il est confronté à ses propres silences et au silence des autres. Et oui, comment la littérature peut répondre en période de crise? C'est un peu la même chose. La littérature est quelque chose d'imprévisible. On peut pas lui assigner il me semble, je crois, hein, je suis pas romancier, je suis pas poète, je suis pas homme de théâtre, mais on écrit poussé par la nécessité, évidemment. On écrit poussé par la nécessité et on peut difficilement avoir une approche volontariste. Il a fallu des décennies à Jacques Roumain pour arriver à aborder les gouverneurs de la Rosée. Okay, on a deux versions de gouverneurs de la Rosée. Il y a une nouvelle qu'il a publiée dans une revue du Parti communiste, Regard, et qui met en scène les gouverneurs de la Rosée. Ce sont des cacos, des combattants qui fuient devant l'avancée de troupes de Marines, par exemple. Et puis ça devient ensuite le roman. Mais il a fallu aussi des décennies à Jacques-Stéphane Alexis pour, je dirais, rencontrer le personnage de Hilarius Hilarion, de Compère Général Soleil. C'est un roman extraordinaire. Rarement, dans un roman, à cette époque-là, on a réussi à comment dire, à écouter la parole des exclus. Je pense à toute la partie du prologue. Chaque fois que je me demande comment on arrive à mettre en scène l'exclusion, je relis ces quelques pages du prologue de Compère Général Soleil. C'est absolument extraordinaire. Les personnages dans le roman, et plusieurs personnages, justement, disent à leur façon ce que c'est que le degré de misère épouvantable dans lequel les gens sont confinés, à une époque où peu de gens cherchaient à voir cette misère. Alors bon, maintenant on la voit, elle est visible, elle est là, il faut vraiment ne pas vouloir la voir pour la comprendre. Ce qui se passe dans la situation actuelle, c'est justement le fait que cette misère-là, elle est présente, elle explose littéralement.
elle explose. Voilà, et je crois que cette littérature en a fini aussi, hein, avec la plupart des stéréotypes et avec la plupart des clichés. Sur la montagne, le morne, là, impitoyable, un petit tambour s'égrène et se plaint sans repos. Un petit tambour qui demande pardon à la vie. Cette vie si dure et si douce, cette vie qui fait du mal à tant d'hommes. La montagne est affalée comme une bête endormie. Un petit tambour stupide et lancinant comme une migraine. C'est l'Afrique collée à la chair du nègre comme une carapace. L'Afrique collée au corps du nègre comme un sexe surnuméraire. L'Afrique qui ne laisse pas tranquille le nègre, de quelque pays qu'il soit, de quelque côté qu'il aille ou vienne. En Haïti, tous les tambours parlent la nuit. On voudrait tant qu'il s'en aille à jamais, qu'il crève. Le tambour triste, les tambours maladifs, les tambours lancinants et plaintifs, les tambours qui mettent en transe et en crise, les tambours qui demandent pardon à la vie. Chaque nuit, la misère et son désespoir font battre le cœur de plainte, le tambour chauve et déchirant du vaudou et de ses mystères. Mais chaque jour triomphant, le tambour de vie s'arrache une place, le tambour gai, le joyeux tambour riant Valou, le tambour riant du Congo. Les hauts et clairs tambours coniques qui chantent la vie, et dans ce devant-jour malsain gluant de clarté sombre, seul un tambour noir parle, comme si l'ombre elle-même, aux quêtes de peur. Extrait du prologue du roman Compère Général Soleil de Jacques-Stéphane Alexis. Quels sont les thèmes récurrents dans la littérature haïtienne en temps de crise? Alors, même chose, si on suit le fil rouge de cet entretien, je pense qu'il faut lire, et il faut lire et relire attentivement la plupart des classiques de la littérature haïtienne. Cette littérature haïtienne, elle connaît des chefs-d'œuvre depuis 220 ans. Je crois qu'il convient de s'en nourrir. Un écrivain, c'est quelqu'un qui lit d'abord. Okay, c'est quelqu'un qui lit, qui travaille ses textes. Même s'il y a urgence à écrire, il y a encore plus d'urgence à travailler, relire, raturer, jeter, réécrire. Mais je crois que ce qui est important, c'est de travailler ces textes. Il me semble que par exemple, des gens comme parmi les écrivains les plus récents, il y en a un qui est, à mon avis, indispensable, qui est Émile Olivier, mais on trouve plus ses livres. Je crois que ses ouvrages et ses romans sont essentiels. Je crois qu'il faut lire Franck Etienne. Je crois qu'il faut lire des gens comme Lionel Trouillot, évidemment. Les enfants des héros bicentenaires sont des œuvres majeures. Il faut lire des poètes, mais il faut faire attention. Il faut lire les poètes en tant que classiques. Alors on peut s'intéresser évidemment à la littérature en train de se faire, mais je crois que c'est important d'avoir une connaissance des classiques. Qui est-ce qui, parmi les écrivains, les essayistes, qui est-ce qui a lu Louis-Joseph Janvier? Qui est-ce qui a lu Anténor Filmin? Qui est-ce qui lit des gens comme Madiou? Vous voyez, je crois qu'il faut se nourrir de ces textes-là, d'abord. Et puis, il ne faut pas hésiter de lire des textes d'ailleurs, d'autres littératures, même des littératures lointaines. Je pense qu'il y a un livre, encore une fois, de Dany Laferrière, qui est consacré à un poète japonais, Basho. En cheminant avec Basho. Voilà. Et je crois que je crois qu'il faut être attentif aussi au fait que vous avez des acteurs dans la littérature qui sont importants en Haïti. Je pense que le monde de l'édition, alors je pense au travail important et au travail d'animation que fait une maison comme C3, c'est pas la seule, mais je pense au travail de l'édition, Dieu leur met son petit frère, avec l'organisation de colloques, avec
avec tout le sérieux des travaux scientifiques, hein, et un vrai travail qui consiste à faire connaître la littérature haïtienne. Là, ils étaient au Salon du Livre de Rabat il y a quelques jours, et ils vont en Espagne, je crois. Ils n'arrêtent pas de courir le monde, comme en son temps, avant de s'établir à Montréal, faisait Mémoire d'Encrier. C'est important cet aspect-là. Et il faut fouiller dans ces maisons et chez ces éditeurs. Il faut fouiller les classiques, et puis voilà, chercher une littérature de qualité. Faut aller chercher. Il faut faire un travail d'évaluation. Il faut faire attention. De temps en temps, on a l'impression que les gens font pas assez attention de la fabrication des stéréotypes, des clichés. Et la poésie, par exemple, c'est une évidence, elle peut pas se satisfaire ni de l'émotion, ni des prétentions médiocres. Quand on n'est pas sûr de son goût, parce que c'est pas évident. Enfin, vous avez avec vous en train de parler quelqu'un qui travaille depuis plus de 50 ans sur la littérature haïtienne. Okay, et je me suis parfois trompé dans mes choix, j'ai pas peur de le reconnaître. Mais quand j'ai des doutes, je relis un ouvrage ou des poèmes d'Anthony Phelps. Je relis ici chez moi les œuvres complètes de Massillon Kouakou. Je me replonge dedans parce que par exemple, c'est pas les seuls. Ce sont les deux seuls auxquels je pense actuellement, mais il y en a d'autres. Et je crois qu'il faut pas hésiter à se replonger. On est toujours alimenté par les écritures classiques. Classique, ça veut dire qu'on les enseigne dans les classes, hein. Ou alors qu'il faut les enseigner dans les classes. Voilà, enfin, là aussi, ma réponse, elle part un peu dans tous les sens, mais je crois d'abord à la nécessité de la plus grande autonomie, de la plus grande liberté dans les pratiques de lecteur. Mais je crois surtout à la nécessité d'un travail de fond important. Il faut faire attention, il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre l'urgence d'écrire avec l'urgence à travailler, à relire. J'ai dit tout à l'heure, à raturer, à jeter, à réécrire. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Donc, si je peux me permettre de faire des recommandations, c'est effectivement de plonger, en tout cas, dans les racines même de l'écriture haïtienne, que ce soit l'écriture en français ou l'écriture en langue créole. C'est évident. Qui est-ce qui a lu les textes de Maurice Leroy? Qui est-ce qui lit régulièrement Castéra? Merci beaucoup Yves Chemla pour votre intervention. À bientôt. À bientôt, je vous remercie. Merci, c'était avec nous l'universitaire et critique littéraire Yves Chemla. On vous rappelle que cette série d'épisodes est initiée par l'Institut français en Haïti. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. À bientôt.